Alors, nous allons nous intéresser comme premier sujet à la révision de la Constitution et décryptation du climat politique et si le Sénat était la solution. Oui, nous allons corriger la révision de la Constitution et non la révision de la construction. C'est parti, Henri Nyambolé. Marc Koudjano. Bon, d'accord. Qui prend la parole? Parce que vous avez regardé Marc. Bon, d'accord. Super. Non, c'est parce qu'il souriait tout à l'heure quand j'annonçais l'erreur. Voilà. D'accord. Ok. Mais au cours des échanges depuis quelques jours, c'est cette nouvelle réforme annoncée, cette nouvelle réforme institutionnelle annoncée, qu'est le Sénat, qui est au cœur donc des échanges. Et la principale question, la principale préoccupation des uns et des autres, c'est de savoir quel est le bénéfice, quel est le gain que gagneraient les citoyens après la création de ce Sénat-là. C'est vrai que en surfant un peu, en zoomant un peu sur la composition de ce Sénat, à part que on a les anciens présidents et autres cadres qui seront recyclés. Cette composition fait beaucoup de polémiques parce que, comme l'a dit quelqu'un ici sur ce plateau, ceux qui ont tout donné à la République, on va les recycler pour qu'ils continuent donc de travailler pour le pays. Alors, dans quelle mesure la création d'un Sénat peut-elle réellement réduire aujourd'hui les tensions politiques au Bénin? Justement, c'est à ce niveau-là que je voulais venir. Quand on va prendre segment par segment, par exemple. Quand on prend au niveau des présidents, des anciens présidents de la République, qui ont été au fait de l'actualité politique, des actes, beaucoup de choses dans le champ politique, eh bien, leur présence dans ce Sénat-là pourrait amener une stabilité, pourrait également amener la paix. Aujourd'hui, nous avons combien d'anciens présidents? Nous avons 3 anciens présidents. Mais nous connaissons la réalité ou les relations qui existent entre aujourd'hui l'actuel président, Patrice Talon, et Boni Yayi, l'ancien président. En plus des deux, il y a Nicéphore Dieudonné Soglo. Qui n'a pas encore réagi. Qui n'a pas encore réagi. Oui, Boni a déjà décliné l'offre et donc ça reste dans ce que je vois là, ça va rester 2 anciens présidents. Un ancien président d'abord, parce que dès que... Mais concrètement, vous pensez qu'avec cette relation tendue entre les deux hommes politiques, ils pouvaient accepter ce poste-là au sein de la nouvelle institution? Non, ce n'était pas possible. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une institution politique. Parce que quand vous voyez un peu le rôle qui est dévolu donc au Sénat, c'est vrai qu'on parle de sauvegarde, qu'on parle de continuité, qu'on parle de la stabilité politique, mais au-delà de tout, c'est les hommes politiques qui vont se retrouver. Et je ne vois pas Boni Yayi, c'est légitime, Boni Yayi se retrouver avec Patrice Talon pour s'asseoir et parler donc de certaines choses qui concernent la politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, on parle donc de la politique. Le projet de société, c'est aussi politique. Et les intérêts politiques seront en jeu. Et Boni Yayi, je ne vois pas en train de s'asseoir et de parler donc de la politique avec, bien sûr, Patrice Talon. Allez-y, poursuivez. Oui. Donc, je disais que la présence, bien sûr, des anciens présidents fera qu'on aura une certaine stabilité. Parce que, tout simplement, puisqu'ils étaient au fait de l'actualité politique, puisqu'ils étaient au fait également de certains actes politiques, ils pourront voir dans quelle mesure chercher des solutions pour permettre, bien sûr, aux jeunes qui sont là, de régler ces problèmes-là. Mais il y a également la question des anciens présidents de la Cour constitutionnelle également, qui également connaissent un peu le rouage au niveau donc, des lois. Et dès qu'une loi a été votée, peut-être qu'un projet de loi a été introduit, on pourrait voir dans quelle mesure on pourrait donc prendre cette loi-là pour que ça ne crée pas de tension dans le pays. Donc la présence également des anciens présidents de la Cour constitutionnelle également peut contribuer également à stabiliser donc un peu le pays. Mais l'autre chose qui fait également, qui est au cœur des échanges aujourd'hui, ailleurs, le format, c'est que les membres du Sénat sont élus
de l'élection. D'accord? Mais ici, ils sont nommés de droit. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a cette polémique-là autour de cette réforme institutionnelle que je vois comme un cadeau de fin de mandat pour les députés. Mais déjà, à ce niveau-là, si entre-temps, on pourrait corriger les insuffisances, relever également ce qui n'est pas bon, qui fait que certaines personnes, aujourd'hui, soulèvent la voix, on peut accepter cette réforme-là. Marc Goudianou, la même question pour vous. Dans quelle mesure la création d'un Sénat peut-elle réellement réduire ou atténuer les tensions au plan politique au Bénin? Lorsqu'on s'en tient à l'actualité politique du Bénin, lorsqu'on s'en tient aux derniers événements qui ont animé la vie politique béninoise, je pense que la création du Sénat n'a aucun sens à l'heure actuelle des choses. À moins que les initiateurs devant ce projet ont d'autres intentions derrière la tête, je puisse le dire. Parce que n'oublions pas qu'on a plusieurs élections qui doivent avoir lieu d'ici peu. Et l'une des élections, la plus primordiale d'ailleurs, c'est-à-dire l'élection présidentielle, on a vu comment une classe de l'opposition radicale n'a pas pu avoir son duo de candidats pour pouvoir participer à cette élection-là, compte tenu d'un certain nombre d'éléments où je pourrais dire que les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Lorsque, après cette non-participation du duo de l'opposition à l'élection présidentielle, c'est-à-dire on n'a pas pu retenir leur candidature, les événements qui ont suivi, ont démontré que réellement la cause même, ou bien ce qui a même amené cette crise au sein de ce parti n'est pas seulement une cause interne, mais également, on peut dire qu'il y a également d'autres mains invisibles derrière tout ce que le parti a eu comme déboire pour ne pas pouvoir déposer son duo de candidats. Et donc, en tenant compte de cette situation chrysogène et en tenant compte également de tout ce qu'il y a eu comme déclaration des rencontres de l'ancien chef de l'État Boni Yayi avec l'actuel président de la République, je veux parler du président Patrice Talon, et des déclarations de Patrice Talon aujourd'hui qui remet la question politique en doigtant ou en pointant du doigt l'ancien chef d'État Boni Yayi comme responsable. Et donc tout cela montre que nous sommes dans une situation où l'atmosphère politique est chrysogène, où les différents acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre. Et aujourd'hui, tous les Béninois ne sont pas totalement intéressés par l'élection présidentielle qui doit arriver, parce que la plupart des Béninois, ou bien une partie des Béninois qui se réclament d'une classe de l'opposition aujourd'hui, ne se sentent pas concernés par la chose. Et donc la fièvre électorale qui doit exister pendant ces différentes élections aujourd'hui est en train de disparaître. Et dans ce même contexte, de crise, on veut faire installer, un Sénat en révisant la Constitution. Je pense que cela n'apporte rien de bon et on peut déjà dire qu'il y a des intentions derrière. Je soutiens cela par des arguments. Ailleurs, tel que Henri l'a dit, la constitution d'un Sénat se fait souvent par élection. Et à plusieurs reprises dans certains pays, au Sénégal, c'est arrivé plusieurs fois où le Sénat a été installé, mais après, ça a été annulé compte tenu du contexte politique. Plusieurs fois, au moins 2 à 3 fois comme ça. Et également dans d'autres pays où le Sénat existe, c'est souvent par voie électorale, c'est par les élections qu'on amène les différents représentants au sein du Sénat. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous présente, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'entièreté de cette loi-là, mais les quelques éléments qu'on a, c'est que les membres de ce Sénat seront nommés. Et c'est gravissime. Parce que là, on ne voit pas la légitimité populaire. La légitimité populaire, c'est quoi? Que les différents acteurs de la classe politique soient représentés au sein de ce Sénat-là. Et pour qu'ils soient représentés, il faut que chacun d'eux ait leur voix, dans la prise de cette décision, dans la révision de cette Constitution. Alors que même au niveau de la révision de cette Constitution, qui doit amener le Sénat, il faut qu'on puisse écouter les uns et les autres. Est-ce qu'il y a eu un dialogue
entre les acteurs politiques, d'autre part, entre les acteurs de la société civile, entre les acteurs religieux, entre les acteurs de la religion traditionnelle, par exemple, pour avoir leur avis sur la nécessité de pouvoir créer ce Sénat. Il n'y en a pas eu. Donc, on ne peut pas avoir un Sénat qui ne sera pas totalement indépendant. Puisque lorsque vous voyez la statut de ce Sénat-là, vous arrivez quand même à constater que il n'arrivera pas à jouer un rôle très indépendant, ce qu'on peut attendre de ce Sénat-là. On parle d'anciens chefs d'État. On n'en a pas beaucoup, on n'en a plus beaucoup. On parle de chefs d'État-major. Et on parle d'autres personnes qui seront nommées, autant par l'Assemblée nationale, autant par la présidence, alors qu'on sait que la majeure partie des acteurs qui composent aujourd'hui la classe politique sont les acteurs de la mouvance présidentielle. Et donc ça veut dire que ce sont eux qui auront encore la primauté de ceux qu'on va désigner au sein de ce Sénat-là. Et ça pose problème. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, avant de pouvoir installer un Sénat qui puisse être une solution, d'accord, à tout ce qu'on a comme problème politique aujourd'hui, c'est d'appeler tous les acteurs à divers niveaux à contribuer à l'élaboration ou à la mise en place de ce Sénat-là. J'aurais aimé que dans cette loi, dans cette proposition de loi, qu'on puisse demander que ce seraient les conseillers, par exemple, issus, par exemple, d'une élection donnée, et que tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit les acteurs de la classe politique, de l'opposition, de la mouvance présidentielle, et pourquoi pas même des centristes comme, je pourrais dire peut-être la FCBE ou d'autres partis politiques qui s'estiment être centristes, puissent quand même participer à ces élections-là, et que le peuple également ait son mot à dire. C'est comme si on veut imposer une institution qui serait encore une institution de trop, d'accord, dans notre République, où déjà même les autres institutions qui existaient sont déjà des institutions à polémique, puisque lorsque vous interrogez la plupart des Béninois avec l'actualité politique aujourd'hui, on se dit que est-ce que nos institutions qui existaient déjà ont totalement leur indépendance ou jouent réellement leur rôle comme cela se doit dans une situation politique actuelle? Et donc dire qu'on va installer encore un nouveau Sénat qui ne remplit pas en réalité la cohésion nationale, qui n'implique pas tous les acteurs politiques à divers niveaux au sein de la classe politique, ça pose problème et on peut percevoir en cela comme si c'était une tentative de verrouillage supplémentaire en réalité de la classe politique et de tout le système. Parce que lorsque vous voyez les dérogatives de ce Sénat-là, vous comprenez que ce Sénat a même parfois pouvoir à trancher même en dernier ressort les décisions issues de l'Assemblée nationale et pourquoi pas même de la présidence également. Et donc, ça pose problème. C'est un système de verrouillage également supplémentaire, alors que même déjà les institutions qui existent aujourd'hui sont mises en cause suivant un certain nombre de processus qui ont eu lieu pendant tout le processus électoral, pendant toute la fête électorale auquel on devait assister. Donc, il faut forcément, avant l'installation d'un Sénat, faire une réouverture du dialogue politique, discuter avec tous les acteurs à divers niveaux pour voir la pertinence d'installation de ce Sénat-là. Et non, ce Sénat ne doit pas être seulement la volonté du chef de l'État, non seulement la volonté de certains acteurs politiques appartenant uniquement à la classe de la mouvance présidentielle, mais un Sénat doit être représentatif de tout le peuple et pour le faire, ça doit passer par des élections. Alors, Henri Yambodé a été très carré sur sa réponse tout à l'heure. Henri Yambodé, vous laissez une ouverture. J'ai envie de vous poser la question de savoir si le Sénat peut-il devenir un véritable espace de dialogue national, contrairement à ce que pense Marc Goudjanou, ou est-ce une institution de plus? Justement, il y a deux niveaux de votre question. Espace de dialogue national. Pour que ça revêt ce caractère que vous souhaitez, il faut qu'il y ait cette ouverture-là. Espace, parce que les anciens présidents ne sont pas de la même obédience politique. La Cour constitutionnelle, c'est vrai, ils ont été au fait de réalités politiques, mais plutôt des lois, comme je l'ai dit, mais ils ont été nommés par différents chefs d'État. Donc, ils ont aussi une obédience politique. Et on n'aura pas la même lecture des choses. Et donc, l'espace du dialogue que vous souhaitez, il faut qu'il y ait cette ouverture-là, que je l'avais dit tantôt. C'est vrai qu'on peut créer une autre chambre, si vous voulez, peut-être voir dans quelle mesure consulter de façon formelle les anciens présidents
D'accord? Et quand on ira à cette consultation-là, on pourra recueillir de ces présidents-là des conseils pour évoluer si en temps on est confronté à des difficultés. Mais le format que Seibou et Akeda Touré proposent aujourd'hui ne permettra pas, je dis au prochain président, d'avoir la main libre pour diriger le pays. Parce que le format proposé, c'est qu'en dernier ressort, on retrouve le Sénat. En dernier ressort, on retrouve le Sénat dans les propositions. Ailleurs, on fait cas donc de Nigeria, du Gabon. C'est notre format carrément qui permet bien sûr à la République, au pays, d'évoluer, mais d'apporter une plus-value au développement du pays. Mais là, avec le format que Akeda Touré et Hassan Seydou on propose, on ne pourra pas laisser, bien évidemment, la main libre au prochain président de diriger comme les autres l'ont fait. Et c'est ça qui pose, bien sûr, le problème. Parce que, tenez-vous bien, on dit le Sénat est habilité à prononcer donc des sanctions contre un ministre, d'accord, qui commet des bévues. Je suis d'accord qu'on peut aller à ce niveau-là. Mais si, entre-temps, c'est un cadre technique, c'est un cadre qui a les compétences et qu'il a été jugé bon par le président pour travailler avec lui, donc il faut qu'il travaille. D'accord? Et donc, selon le cas de charge qui lui est conféré, mais si le Sénat a toute la compétence de démettre un ministre, le président n'a plus cette possibilité-là, n'a plus cette main libre-là de faire ce qu'il veut de ce cahier de charge, de ce projet de société. Il doit forcément se référer donc au Sénat. Donc, espace de dialogue. Il faut une ouverture. Vous avez posé donc de savoir si est-ce que c'est pas une décision de trop? Oui, je vous dis, parce que cette fermeture-là qui a été conférée au Sénat ne permettra pas aux uns et aux autres, bien évidemment, de bénéficier, parce que c'est pour ça que je posais la première question. Quel est le bénéfice que gagnent les citoyens dans la création de ce Sénat-là? Parce que tout ce qu'on fait, toute réforme, oui, toute réforme doit normalement conduire à un changement de comportement, doit apporter un gain aux citoyens. Mais ici, est-ce que ce Sénat apporte une plus-value à la République? Une plus-value? Non. Si on veut consulter les anciens présidents, on peut le faire. Si on veut consulter, bien évidemment, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, on peut le faire autrement. Mais si c'est un cadre formel, on veut le faire. Mais créer une ouverture pour que toutes les classes politiques se retrouvent au sein de ce Sénat-là. Donc, pour moi, ça devient une institution de plus et ça va alourdir également un certain nombre de décisions. Et parle de confiscation, parle de fermeture. On arrivera à là parce que tôt ou tard, même ceux-là qui ont proposé la loi vont voir que les raisons qu'ils ont évoquées en proposant la création de ce Sénat-là, ils ont parlé de sauvegarde des acquis du développement, stabilité politique, continuité de l'État, paix, et ils vont voir qu'ils ne sont plus dans cette ligne-là, parce que tout simplement, ce qu'ils ont proposé est allé au-delà même des raisons évoquées pour la création. Donc, ce sera une institution de trop. Voilà. Marc Goudianou, oui. Aujourd'hui, dites-moi, pensez-vous qu'il y a aujourd'hui un frein ou des obstacles, j'y arrive, à la mise en place ou à l'instauration de cette institution? Là où vous voyez même qu'on semble forcer la chose, puisque lorsque vous commencez par forcer l'installation d'une institution pareille, cela dénote du fait que vous avez des intentions derrière. Et forcément que ces intentions ne sont pas positives pour la majorité des Béninois. Pourquoi je le dis? Voulez-vous dire que c'est pour des intérêts personnels? Oui, forcément, c'est pour des intérêts personnels. Et je vais vous le démontrer. Lorsque vous prenez les députés au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne constituent pas la majorité absolue pour pouvoir faire la révision de la Constitution. Et donc, ils ont besoin également, d'accord, de l'apport des autres députés, alors qu'on sait qu'au sein de l'Assemblée, on n'a que deux camps. Le camp de la mouvance présidentielle et le camp de l'opposition qui a 28 députés. Et déjà, avant la proposition de cette loi-là, on a déjà constaté qu'il y avait des soupçons de débauchage de députés au sein de l'opposition, d'accord, pour que l'opposition ne participe pas aux élections présidentielles. Ça, c'était des soupçons.
qui a été alimenté par la classe politique de l'opposition pendant longtemps. Et on a même jugé que non, que l'opposition ne peut pas rester dans cette posture pour pouvoir accuser forcément et tout le temps. Mais on a écouté les démissionnaires. Mais après, les démissionnaires, ça c'est un autre problème. Je veux dire, je veux évoluer pour dire que bon, d'accord. Si dans ce contexte donné, après on a eu des défections au sein de l'opposition qui n'ont pas permis au parti de pouvoir présenter son duo de candidats aux élections. Et dans le même temps, après, on sait que les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale pour la mouvance présidentielle ne constituent pas la majorité pour faire la révision constitutionnelle. Et donc, du coup, juste après, on voit également d'autres députés démissionner pour rejoindre l'autre député. Mais ils ont évoqué les raisons, c'est ce que je disais tantôt. Ils ont évoqué les raisons, mais ils n'ont jamais... Une guerre de leadership au sein de leur parti. Ils n'ont jamais évoqué la raison selon laquelle ils sont dans une posture de pouvoir soutenir les députés de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils vont le faire à l'Assemblée nationale? Ils l'ont déjà fait. Vous n'avez pas suivi les actualités. Pour les votes de loi ou bien pour la gestion de Vlavonou, on les a vus voter pour. Bon, donc ça veut dire que... Est-ce que pour cette loi dont nous parlons, est-ce qu'ils vont voter pour? Tout est possible et tout présage. Rien le prouve. Non, tout présage qu'ils vont voter pour parce que du moment où il n'y en a que 2 camps au niveau de l'Assemblée nationale. On a le camp des partis de l'opposition où déjà il y a certains qui ont déjà démissionné. Et s'ils doivent porter leur voix, en quittant déjà le parti de l'opposition, donc leurs voix seront portées forcément vers la majorité présidentielle. Et ils l'ont déjà fait. Étant donné qu'il y a 2 camps. Et ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait la dernière fois. Et donc cela présage du fait qu'ils sont toujours dans cette dynamique de pouvoir soutenir. Mais ce qui me parle, l'élément que je veux souligner également dans cette proposition, et qui est quand même bizarre, on veut associer les anciens présidents, d'accord, à la constitution de ce Sénat-là. On veut associer les chefs d'état-major à la constitution et également une autre partie qui sera nommée par la présidence et par l'Assemblée nationale. Mais à aucun moment on a vu ceux qui doivent participer à la constitution de ce Sénat-là n'ont été consultés nulle part. C'est gravissime. Si déjà vous voulez faire une constitution, vous voulez installer une institution à laquelle je dois participer, la première des choses est que vous m'en parlez pour dire j'ai tel projet et donc je voudrais quand même discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en savez, Marc Boudianou? S'ils en ont parlé... Peut-être que ça n'a pas été officialisé. Non, de toutes les façons. Mais ça s'est fait peut-être. De toutes les façons, tout a été officialisé aujourd'hui. Et donc, si ça devait être le cas, c'est que ça aurait déjà... On aurait vu les consultations, on aurait su que effectivement telle chose est en train d'être faite. Peut-être que c'était à huis clos. À la fin aujourd'hui. Non, ça ne peut pas être à huis clos. À la fin aujourd'hui, c'est que vous assistez à un Sénat où il y aurait les anciens chefs d'État. Et forcément, après que l'actuel chef d'État va quitter les rênes du pouvoir, forcément, il deviendra un ancien chef d'État. Et donc, il aura plein de droits à pouvoir siéger au sein de ce Sénat-là. Lui qui dit tantôt dans son discours qu'il veut quitter l'actualité politique, qu'il ne veut plus être un acteur politique autant que Boni Yahi. Et qu'il souhaite... Et qui le souhaite, alors la création de ce Sénat où les 2 seront encore présents pose un problème. Si vous dites que vous voulez quitter l'actualité politique, que vous ne voulez plus rester dans l'arène politique et que la guéguerre qui existe entre les 2 acteurs politiques... On va parler de retraite dorée, des élites politiques. La guéguerre qui existe entre vous deux. Peut-être que ce sera au sein de cette institution qu'il y aura enfin... Cette institution n'est-elle pas politique? Cette institution n'est-elle pas politique? Cette institution n'est-elle pas politique? Ça va en contradiction déjà avec ce que le chef de l'État a dit lors de son entretien. Si tel est que vous voulez vous retirer, alors pourquoi créer encore un Sénat où vous demandez à ce que les anciens chefs d'État viennent rester dedans et qu'au sein même de ce Sénat-là, il y aura vous et il y aura également l'ancien président Boni Yahi pour lequel vous dites que vous ne voulez plus que vous, en tant qu'acteur politique, vous restez encore sur la scène politique. Donc il y a une contradiction et il n'y a pas de vérité en réalité dans tout ce qui est dit, d'accord, dans tout ce qui est maintenu comme intention derrière la création de ce Sénat-là. C'est pourquoi je vous dis que ce Sénat sera encore beaucoup plus chrysogène que les autres institutions qui existent, les autres actualités politiques qui existent aujourd'hui sur le plan national où on sent que tout est verrouillé. Il n'y a pas ouverture, d'accord, dans le dialogue politique. Il faut également faire le rétablissement entre les forces politiques et sociales. C'est pourquoi je dis que forcément, avant cette création, il va falloir déjà
entre les acteurs qui doivent siéger au sein de ce Sénat, il doit y avoir un dialogue, une discussion, et mieux, il doit y avoir une discussion entre les acteurs de l'opposition aujourd'hui qui se sentent délaissés totalement par le pays, parce que le pays nous appartient à tous. Il faut également la participation de la société civile également à cette discussion-là. Il faut un large consensus au sein de la création d'une institution pareille, alors que même ailleurs, on a toujours vu que ces genres d'institutions ont été créées par des élections, d'accord, à la base, des élections d'élus, d'accord, à la base, des élus communaux, des élus municipaux, d'accord, des conseillers, d'accord, de quartier et d'autres, qui ont eu pouvoir quand même à participer, d'accord, à la création de tous les Sénats qui ont existé depuis le temps et dans toute l'Afrique. Je peux vous citer des exemples. Au Nigeria, par exemple, vous avez un Sénat qui est très fort parce qu'il y a des États là-bas et puis le Nigeria est beaucoup plus vaste que le Bénin. Vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a un Sénat, mais on sait que le processus qui aboutit à la création de ce Sénat, ce n'est pas ce que nous faisons. Et nous ne pouvons rien inventer. En voulant inventer quelque chose, ça veut dire que nous avons des intérêts personnels derrière. Henri, oui, vous parlez donc des obstacles. Je vois quelques... qui pourraient freiner la mise en place de cette institution. Vous savez d'abord... Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Vous savez... il n'y a que jusqu'à aujourd'hui, les uns et les autres se posent la question de savoir si le Sénat, dans le format actuel proposé, est-ce que ça aura un pouvoir consultatif ou un vrai pouvoir décisionnel. Donc à ce niveau-là, c'est que là, le flou est maintenu. Donc au niveau donc, des compétences, bien sûr, les prérogatives de l'institution. Donc il y a ce premier obstacle-là. Il y a également qu'il n'y a pas un consensus autour de la création, même si à Sens, c'est nous et à Kédantoni, tout le temps on décrit comment est-ce que c'est bien possible d'apporter donc cet équilibre-là à l'institution pour que les choses aillent les uns les autres n'atteignent pas à cette vision-là, parce que tout simplement on voit une certaine manœuvre politique, d'accord, et donc le manque de consensus a conduit à cela. Et également, il y a un autre fait que je note là, il y a la méfiance envers le pouvoir en place. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé donc des anciens présidents. Vous avez beau dire décliner l'offre, mais comment ça va se Soglo. Et même au niveau des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, on semble avoir également d'autres sons de cloche qui ne veulent pas forcément participer. Bon, c'est pas encore, mais c'est pas encore confirmé. Il y a un quotidien qui dément la note de comment il s'appelle, qui circule sur les réseaux sociaux et qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette initiative. Il a été contacté, hier, il a dit donc il n'a jamais accordé d'interview à un média, donc il ne s'est pas encore prononcé. Justement, s'il ne s'est pas prononcé, quelle lecture peut-on en faire? Non, j'en viens. C'était une parenthèse. Mais on va y revenir. Au niveau donc des obstacles, il y a la révision constitutionnelle. Vous savez qu'au Bénin, la révision constitutionnelle est vue comme un acte qui porte un affront à quelque chose qui est sacré pour le citoyen béninois. Et Patrice Talon, c'est vrai, on peut le discerner les palmes pour la dernière révision. Il y a eu effectivement que on n'a pas cherché donc à se mettre au pouvoir. Il a même introduit d'autres dispositions qui étaient dites bien évidemment aux anciens présidents de se retrouver après deux mandats, et donc qui n'a pas eu cette intention-là de se mettre au pouvoir. Avec la révision pour les citoyens, c'est complexe. Et en portant bien évidemment une révision pour y insérer le Sénat, les uns les autres se retrouvent qu'il y a une manœuvre politique qui est derrière. Donc, n'est pas d'accord. C'est pourquoi cela ne justifie pas le manque de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et la totale, c'est le flou qui est autour de compétences du Sénat. Ce qui circule donc sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça vraiment qu'on peut mettre à l'actif
des compétences. Est-ce que c'est ça qu'on va mettre dans le sillon des compétences du Sénat? Est-ce que c'est ça vraiment? Parce que la précipitation également dans la proposition a fait que les autres n'arrivent pas à comprendre exactement quel est le rôle, véritable rôle du Sénat. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure. Est-ce que le Sénat aura un rôle consultatif ou un vrai rôle décisionnel? Et c'est à ce niveau-là, je dis que si c'est un vrai rôle décisionnel, ça va jouer sur les autres institutions. Ça va jouer sur les autres institutions. Et justement, ça ne va pas donner la main au prochain président de bien travailler, d'avoir cette facilité de travailler. Vous avez posé la question de savoir si de savoir quelle lecture on peut faire de la sortie de Robert Dossou qui va faire une déclaration publique par rapport à la mise en place du Sénat. D'abord, il y a deux niveaux d'analyse. Il n'y a que tout ce qui vient, qui provient des réseaux sociaux, il faut faire attention. Mais là, c'est un quotidien qui en parle. Oui, d'abord, tout est parti d'abord de quelqu'un qui a publié, qui a porté une déclaration au nom de Maître Robert Dossou, qui a dit qu'il a refusé, après Bouliaï, il a refusé l'offre, alors qu'il n'a pas encore parlé. Donc, sur les réseaux sociaux, il n'y a que, on a le photo. Les autres messieurs peuvent déjà arriver à faire ce travail-là pour savoir où avoir la vraie information. Mais en contactant Maître Robert Dossou, il a dit clairement qu'il a quelque chose à dire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore accordé la parole à un média officiellement. Et à ce niveau-là, c'est sûr que il prend de recul pour analyser le format, pour voir dans quelle mesure, vraiment, si on doit instituer ce Sénat-là, quel serait le format qui doit être accepté. Quels sont les ajustements à faire pour que ce soit accepté par la population? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce manque de confiance. Et il faut arriver, bien sûr, à amener les gens à avoir confiance à ce Sénat pour dire non, ce n'est pas un Sénat qui émane d'une manœuvre politique. Et donc, en attendant qu'il réagisse pour donner sa position, on peut déjà demander aux uns aux autres, mais attendons qu'ils réagissent. Mais pour l'instant, on ne va pas lui porter les intentions. On attend qu'il réagisse et là, on va voir ce qu'il va dire, s'il va rejeter l'offre ou va accepter l'offre. Un Sénat qui va devenir comme, je dirais, une superstructure qui sera très coûteuse aux contribuables. Une solution, une illusion ou une opportunité. Une opportunité. Une opportunité pour les acteurs politiques. D'accord? Pour les acteurs politiques. Ils sont recyclés. Qui occupe aujourd'hui la majorité au sein de l'Assemblée, qui occupe également le pouvoir d'État, puisqu'ils gouvernent seuls depuis un bon moment. Et donc, c'est une opportunité pour eux de pouvoir faire asseoir, une fois encore de plus, une institution budgétivore, je veux dire, une institution qui va être une chambre de récompense politique, plutôt qu'une institution qui va penser réellement aux vrais problèmes, d'accord, des Béninois, qui va penser aux réels problèmes politiques qui existent aujourd'hui sur la place politique. Et la face cachée de tout ceci est qu'on n'a pas encore une idée claire de tout ce que prévoit, d'accord, ce Sénat-là. Quelles sont les dispositions, quelles sont les prérogatives, qu'est-ce que cette institution fera. Et lorsque vous voyez quelqu'un, comme un ancien président d'institution, Robert Dossou, par exemple, prendre du réserve et dit qu'il veut se prononcer, mais qu'il ne sait pas encore prononcer par rapport à la création de ce Sénat, ça doit vous interpeller. Il y a également le silence de Holo. Exactement, ça doit vous interpeller. Quelle lecture devons-nous faire de ce silence-là? Ce silence montre en réalité que, c'est pourquoi je le disais tantôt, les concernés, s'ils avaient été réellement consultés, d'accord, s'ils avaient été réellement consultés dans la création de ce Sénat-là, auquel ils doivent appartenir, je pense qu'il n'y aurait pas normalement ce silence-là. Ce silence est un recul d'abord pour ne pas... Pourquoi pas? Un recul pour ne pas aller directement contre ce que propose, je dirais, le chef de l'État, puisqu'il a dit. Hein. Donc, s'ils veulent prendre du recul, ce serait par rapport à quoi? Par rapport à des négociations politiques. Peut-être parce que c'est décrié, parce que ce silence peut se justifier, parce que tout simplement le peuple décrit cette proposition. Et pas seulement cette proposition. Le peuple décrit tout ce qui se passe
depuis la période préélectorale. Et donc, c'est toute une crise qui est en place depuis qu'on a annoncé les élections. Et donc, dans ce contexte-là, installer encore ou faire encore cette proposition ne serait que compliquer encore les choses pour les Béninois. Et on ne veut pas assister à cela parce que tel qu'on veut dire, tel qu'on veut nous faire croire que les deux acteurs qui ont toujours animé la vie politique à travers leur guéguerre et que le président de la République même a eu l'opportunité de le dire, si on doit avoir encore ces deux acteurs s'asseoir au sein du Sénat, vous imaginez à quoi va ressembler encore ce Sénat? Ça veut dire qu'il y aura encore cette guéguerre qui va continuer au sein d'une institution budgétivore qui actuellement n'a pas de sens, n'a pas de sens d'être créée aujourd'hui, parce qu'avant que cette institution ne soit créée, il faut passer par des élections, et je le dis toujours, pour que ces représentants au sein du Sénat soient des représentants légitimes. Nous allons rester dans le registre politique pour s'intéresser à une autre information relayée, cette fois-ci par le quotidien Matin Libre. Politique nationale, LD vers une FCBE bis? C'est une interrogation. Alors, ma toute première question va s'adresser à Henri Ignambodé. Quelles sont les similitudes ou quelles similitudes peut-on observer entre les deux partis? Se basant bien sûr sur cette interrogation. Oui, il faut donc partir d'une belle analyse. Forcément. Donc alors, commençons par les similitudes. Alors, la première similitude, c'est que FCBE avant 2016, a été dirigé par le président Patrice Talon, par le président Bodiaye. Oui. Aujourd'hui, à la tête de LD, on retrouve Bodiaye. Et donc, il faut dire, avant 2016, bien évidemment, il n'y a que Bodiaye a une forte influence sur le parti. L'ancien parti, les Forces Corées pour le Bénin-Béjan, donc aujourd'hui c'est la FCBE, d'accord. Donc cette forte influence est également remarquée au niveau donc de LD avec son leadership et tout ce que ça comporte. Mais la chose, il faut dire que avant 2016, cette période-là, FCBE était cette formation politique qui était au fait, bien sûr, de tout ce qu'il y a comme politique nationale, parce que c'est dirigé par le président de la République, et donc il était au pouvoir. Également, FCBE a son mot à dire dans l'animation de la vie politique. Et il y a une base électorale qui est là reconnue, une forte affluence des militants. Aujourd'hui également, à la création de LD en 2022 ou bien en 2019, je pense, j'ai oublié la date de création, il y a également que LD a aussi une base solide, parce que tout simplement, on a envie de connaître une autre révolution dans l'opposition. Parce que vous savez comment LD a été créé. Ce sont ceux-là qui sont frustrés et qui ont quitté FCBE et qui sont allés vers LD. Parce que vous vous rappelez cette histoire de deux ailes avec Paul Houpin, qui dans la foulée est allé retrouver le certificat de conformité pour aller aux élections sans l'aval de Bodiaye, et ça a créé la scission. Bodiaye donc a dû laisser le parti pour Paul Houpin. Et aujourd'hui, Bodiaye est là, mais l'assise que Bodiaye aujourd'hui a à la tête du LD, c'est qu'il est entouré de quelques jeunes, qui ont une conviction, pas les vieux briscards qu'on connaît. Je ne veux pas rappeler donc les fraudeurs, je ne veux pas parler de... Mais il y a ces jeunes qui sont là et qui sont compacts et qui travaillent également pour la continuité, pour la pérennité donc, de cette formation politique qu'est LD. Et quand je prends FCBE aujourd'hui est une formation politique de l'opposition, oui, parce que déclarée au ministère de l'Intérieur, oui, de façon formelle, mais qui est une opposition modérée. Parce que... Donc, en matière d'idéologie? En matière d'idéologie, c'est pas la même chose. Alors que de l'autre côté, l'idéologie de LD, on connaît. Donc, ce n'est pas la même chose que la FCBE. Donc, quand vous voyez sur le tableau, vous verrez que LD n'est pas forcément FCBE et ne pourra pas devenir
FCB bis. Ça, c'est le premier cas. Le second cas est que vous vous rappelez que FCB a été arraché à Bouriaï. Et si FCB a été arraché à Bouriaï, si on venait à observer la même chose à la tête de... Pourquoi pas que vous regardez comme ça? Allez-y. Oui, c'est l'histoire. Oui, FCB a été arraché à Bouriaï. Si on arrivait également à lui arracher... Suite à des crises suite internes, à la crise est telle, on va retrouver, bien sûr, FCB bis avec LD. Mais, il y a un mais. Parce qu'au niveau de LD, il y a des jeunes. Au niveau de FCB, en CFCB, il y a des hommes politiques qui ont des ambitions démesurées. Parce que vous vous rappelez que des gens, puisque à l'avènement de Patrice Talon, il y a des gens qui ont quitté FCB, qui sont retrouvés directement dans la mouvance, sans crier gare. D'accord? Et donc, qui, de les deux points joués, se sont retrouvés donc dans la mouvance. Qu'observons-nous aujourd'hui? Oui. Qu'observons-nous aujourd'hui? Vous savez, cette ruée vers la mouvance ne se fera pas aujourd'hui avec LD. Parce que tout simplement, je vois quelques jeunes qui sont là et qui ont la conviction chevillée au cœur et qui souhaitent rester, même si il y a quelques débandades, qui souhaitent rester dans une ligne droite qui peut continuer. Même si, avec les événements, même si Bouriaï arrivait à quitter la tête de LD, je ne suis pas sûr que ça va arriver. Mais il faut arriver à contenir les ambitions démesurées. Parce qu'au niveau de LD, c'est vrai, il y a des vieux briscards qui ont des ambitions démesurées. Et il faut le reconnaître. Ceux-là qui ont souhaité être candidats à la présidentielle, qui n'ont pas été. Et donc, ça pourrait créer donc, de choses, de crises au sein du parti. Marc Goudiano. Oui, bon, je pensais au cours d'autres débats, j'avais dit que si les problèmes au sein du parti ne sont pas résolus le plus tôt possible, c'est qu'il se peut que si éventuellement l'ancien président Boniaï, président du parti, décide par exemple de quitter le parti, ça reviendrait forcément à ce que le vice-président ou bien d'autres leaders au sein de ce parti demandent à prendre la tête du parti. Et en le faisant ainsi, on ne sait pas quelle sera la suite. Est-ce que ce parti aura le même destin que la FCBE en deviendra un parti d'opposition modéré ou un parti d'opposition qui ira faire un accord de gouvernance avec la mouvance présidentielle? Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui présage que si les dispositions ne sont pas mises en place, c'est qu'on assisterait aujourd'hui à un parti qui finalement va perdre ses ailes, va perdre beaucoup de militants, va perdre beaucoup d'acteurs politiques et beaucoup de leaders. Et finalement, ces quelques leaders qui vont quitter le parti peuvent s'associer pour créer un autre parti qui ne va pas forcément porter le nom de Parti Les Démocrates, mais sera un autre parti centriste qui deviendra comme le parti, la FCBE. Et donc, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour qu'on assiste à cela. Ça reviendra aux acteurs politiques, aujourd'hui, qui tiennent encore la ligne au niveau du parti, qui défendent encore les idéaux au sein du parti. Et ça reviendra également à l'ancien chef d'État, Boniaï, qui est le président du parti, de pouvoir continuer à prendre ses responsabilités, ou soit de pouvoir passer la main de façon responsable et légitime pour que ces acteurs, ces nouveaux acteurs au sein du parti puissent comprendre l'enjeu et rester dans cette même dynamique pour faire adhérer également d'autres partisans. S'ils vont devenir la FCBE ou une FCBE bis, c'est que je pense que ça va poser problème déjà qu'au niveau de la mouvance présidentielle, ceux qui sont là, en tant que leaders au sein de cette mouvance présidentielle, tous ne voient pas d'un bon œil Paul Humpert avec sa FCBE. D'accord? Et donc, à ce niveau-là, il y a déjà une méfiance vis-à-vis de ceux qui viennent de l'extérieur pour pouvoir profiter déjà de tout ce dont profite cette classe politique qui est de la mouvance présidentielle, pas seulement notoriété, mais tout ce qui rentre dans les avantages d'hommes politiques. Et si ceux qui quittent aujourd'hui doivent encore créer un autre parti pour devenir comme
la FCBE aujourd'hui, ça va amener encore beaucoup plus de problèmes au sein de la mouvance présidentielle, où déjà tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place, on ne peut pas voir forcément d'un bon œil tout ce que fait aujourd'hui la FCBE à travers Paul Hongpei, à travers ses anciens alliés de Boni Yayi qui sont dans le parti, la FCBE. Il va falloir forcément dépasser cette dynamique. C'est pourquoi je dis et je tire l'attention des démissionnaires, d'accord, qui quittent le parti Les Démocrates et qui veulent aujourd'hui s'allier avec les partis de la mouvance présidentielle, que malheureusement, ils ne savent pas le sort qui leur est réservé. Parce qu'ils ne connaissent pas leur sort déjà. Mais au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-on dire que les LD ont tiré leçon de ce qui s'était passé avec le parti Foscori pour un Bénin émergent? Oui, forcément, ils doivent tirer leçon de cela. Parce que le premier même à tirer leçon de cela est le président du parti. Je parlais de Boni Yayi. Il est le premier à tirer leçon des erreurs du passé. Ces erreurs qui ont permis à Paul Hongpei de pouvoir prendre les rênes du parti et aujourd'hui à se présenter comme duo de candidats en face du candidat de la mouvance présidentielle. Et pour pouvoir éviter cela, c'est de pouvoir créer un climat de cohésion, de discussion, d'entente. On ressent ce climat? Peut-être que ça se fait. Puisque après les problèmes qu'ils ont eus, et les défections qu'on a eues, c'est ce que j'allais dire. Il y a sûrement peut-être des discussions en leur sein qu'ils ne pourront pas aujourd'hui afficher sur la place publique parce qu'ils sont très regardés par l'opinion publique et par également les leaders de la mouvance présidentielle qui sont en train de pouvoir guetter quelle stratégie ils sont en train de mettre en place. C'est vrai que les problèmes existent toujours au sein du parti Les Démocrates et les problèmes existent toujours également au sein de la majorité présidentielle. Il reviendra à chaque leader au sein de ces deux blocs de pouvoir mettre le dialogue, de pouvoir mettre l'intérêt général au profit de tous et non les intérêts personnels. Comment ils pourront arriver pour finir avec le sujet? Y arriver, c'est pourquoi c'est de remettre la balle à terre et de pouvoir faire, de pouvoir se remettre en cause. Mais ils ont par rapport à des erreurs du passé. Ils ont beaucoup perdu, mais ils n'ont pas trop perdu, hein, puisqu'ils sont 28 députés. C'est 6 qui sont en train de partir aujourd'hui, il reste 22 encore, donc tout est encore possible. Et aujourd'hui, on a 2 élections qui sont en vue. Il y a les élections municipales, il y a les élections législatives. Vous croyez que ces 2 joutes électorales augurent de quelque chose de positif aujourd'hui pour les LD? Oui, si éventuellement on les laisse aller aux élections, d'accord, participer au jeu électoral aujourd'hui, je pense qu'ils ont leur mot à dire. Qui les empêche? Le président de la République s'est prononcé. Moi, j'ai jamais dit ça. Le président de la République s'est prononcé sur ça. J'ai dit si éventuellement on les laisse aller aux élections, j'ai nommé personne, si on les laisse aller aux élections communales, municipales et législatives, ils auront forcément leur mot à dire parce qu'ils ont des militants, ils ont des députés et forcément ils ont des coordonnateurs et beaucoup d'autres structures à la base qui vont les aider à pouvoir avoir peut-être des maires, des conseillers et peut-être avoir des députés encore puisqu'ils en ont eu par le passé. Pour finir, Henri. Oui, vous avez demandé si les LD donc, ont pris... la leçon avec les expériences, les enseignements du passé. Premier acte fort que Boni Yayi a posé, on va le dire ici, c'est au congrès de Parakou. Au congrès de Parakou, il y a eu redéfinition donc, du bureau politique, donc, de cette formation politique, et avec l'éviction de la tête du parti. Et il a repris donc les rênes du parti. Parce que vous vous rappelez qu'avant le congrès de Parakou, c'est Éric Ourete qui était le président. Tout à fait. Et donc il a repris donc, la tête de cette formation politique. Donc c'est une preuve vous voulez dire? Il a tiré donc le son du passé. Il y a également que au niveau des conflits, je l'ai dit tantôt, d'ambition, et aujourd'hui, il faut arriver à contenir ces conflits-là. À absence d'idéologie, FCBE était dans une autre idéologie. Aujourd'hui, vous avez une idéologie claire, bien définie au niveau de LD. Et donc, il y a que ils ont tiré les leçons du passé. Ben, il y a également que il y a une nouvelle génération de cadres, de militants, je l'ai dit tantôt, qui sont autour de Boni Yayi, qui travaillent. Parce que ce n'est pas les vieux briscards politiques qui jouent tout le temps sur leur intérêt. Il y a ceux-là qui ont envie de faire la politique, bien sûr, mais faire la politique autrement.
et donc en restant droit avec leurs convictions. Et le parti arriverait à s'en sortir, à ne pas être FCB bis, c'est ça, hein, s'il arrivait à consolider la base. Je l'ai dit l'autre fois, c'est vrai que les crises internes peuvent conduire à la fragilisation de la formation politique, mais également les crises peuvent conduire également à la consolidation de la base. Ça dépend de comment ces crises-là sont gérées et les militants verront à travers leurs dirigeants un leadership avéré. Et donc, le parti LD aujourd'hui peut déjà, avec ce qu'on sait, travailler à consolider la base pour les élections, comme il a déjà, parce que ça a joué un grand rôle, ça a joué un tour, bien évidemment, au parti, les démocrates. Si, je fais cette analyse-là, si le parti avait des bains également dans les mairies, on pourrait, à la rétraction, donc à la défection de Sodilou, le parti pourrait compter sur les bains également pour retrouver ce parti-là. Donc, il y a de ces axes-là sur lesquels le parti travaille et doit travailler forcément pour, bien évidemment, ne pas tomber dans les mêmes travers que ce qu'on a connu. Dernier sujet à débattre sur ce plateau. Législative de 2026 au Bénin, la Cour autorise la Sénat à ajuster le calendrier électoral. Marc Goudjanou. Oui, je pense que c'est une demande de la Sénat tout à fait. La Cour a décidé de prolonger, de changer en réalité la période. Et sûrement que la Sénat a dû présenter les arguments ou les motifs qui sous-tendent cet état de choses, ce qui a permis à la Cour constitutionnelle de prendre en compte les différentes observations de la Sénat afin de leur permettre de pouvoir présenter un autre calendrier. Si ce calendrier est présenté aux acteurs politiques également, j'espère qu'il n'y aura pas de mécontentement. Et si c'est dans la dynamique de pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir déposer les dossiers comme cela se doit, je pense qu'il n'y a pas mal d'onne en cela. On ne pourra pas incriminer cela. Si ça rentre dans une disposition de pouvoir favoriser, de pouvoir mieux faire les choses, ce serait bien parce que si la Sénat a quelques contraintes qui l'empêchent de ne pas pouvoir respecter la date qui avait déjà été prévue, je pense que le recours a été adressé à la Cour constitutionnelle de façon légitime en suivant réellement celui qui peut juger du contentieux électoral ou bien de pouvoir ajuster les données au niveau électoral. Et donc la Cour constitutionnelle a déjà donné son aval et a proposé déjà une autre date. Et ça permettra également aux acteurs politiques à divers niveaux de mieux se préparer et de mieux suivre ce nouveau calendrier qui a été mis en place. Henri Yamboré. Non, écoutez, cette décision va profiter énormément aux partis politiques, aux formations politiques qui n'étaient pas à jour. C'est vrai que j'aurais aimé que la Sénat, compte tenu des problèmes qu'on a eu, des problèmes politiques ou des problèmes qu'ont rencontrés les partis, les démocrates, dans le cadre du dépôt des dossiers et tout le reste en ce qui concerne la participation aux élections présidentielles, j'aurais aimé que la Sénat également puisse normalement déposer une doléance pour demander à ce que la Cour constitutionnelle change les dates également à ce niveau pour pouvoir permettre de pouvoir régler la crise suite à ce que tous les partis et tous les acteurs politiques puissent participer au jeu électoral et également aux élections présidentielles. Ça aurait été bien perçu aujourd'hui puisque la Sénat reconnaît aujourd'hui qu'elle a cette capacité de pouvoir demander à la Cour constitutionnelle de pouvoir l'aider à changer les dates. Pourquoi ne l'avoir pas fait? Une chose est sûre, ça arrangeait forcément un camp. Et donc je disais que je ne vais pas faire de commentaire sur ce qu'il m'a dit. C'est sans commentaire, ou bien c'est sans commentaire. Allez-y, Henri, poursuivez votre analyse. Ça a profité aux formations politiques qui étaient dans la précipitation, dans la confession des listes, dans le positionnement et tout le reste. Tout à fait. Ça va leur permettre, bien sûr, de réajuster également à leur niveau. Mais ça va desservir également ceux qui ont été déjà retenu dans la précipitation également parce que on va peut-être enlever, remplacer des choses. L'incertitude. Mais les raisons évoquées par la Sénat pour demander
ce réajustement sont fondés parce que la CENA parlait donc de risque de chevauchage des opérations, a parlé donc de contraintes logistiques, je lis également, a parlé donc débordement logistique et de traitement également des dossiers au niveau donc des dossiers des élections communales. Et le travail continue et il a besoin de au moins 10 jours. Encore que les listes sont vraiment longues à ce niveau-là. Et là, c'est plus dans tout le pays. Donc, et c'est 7 formations politiques. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vois que les raisons sont justifiées. Mais ça va profiter quand même à ces formations politiques. Vous voyez, non, les raisons sont justifiées ici. Oui, mais est-ce qu'il y avait de bonnes raisons pour pouvoir faire ce que vous étiez en train de dire, tantôt point d'interrogation? Et nous allons passer tout de suite, sans autre commentaire,